Lors d'un dîner de famille, ma nièce a lancé avec mépris « Nous ne nous asseyons pas avec les gens de ton espèce », et ils ont tout ri. Ce qu'il ignorait ? Je suis propriétaire de toutes les maisons dans lesquelles ils vivent. Ce qui s'est passé ensuite était magnifique. La famille de mon frère a traité ma femme comme une moins que rien lors d'un dîner de famille à cause de ses origines. Ils nous ont appelés ces gens-là en plein visage pendant que toute la famille acquiesçait. Ils n'avaient aucune idée que je possède les maisons dans lesquelles ils vivent tous. Au moment du dessert, j'avais passé quelques coups de fil. Le lundi matin, leur monde s'écroulait. Voici comment tout s'est passé. Je m'appelle Julien, j'ai 34 ans, et j'ai passé la dernière décennie à construire un portefeuille immobilier en province. J'ai commencé avec une saisie immobilière quand j'avais 24 ans. Je l'ai rénové moi-même, loué, et j'ai continué à réinvestir. Rien de tape à accent grave-l'œil, juste du travail constant, des achats malins pendant la crise, et beaucoup de patience pendant que les autres achetaient des voitures neuves et partaient en vacances. La première propriété était un désastre quand je l'ai achetée. Une saisie bancaire restée vide pendant 8 mois, vandalisée 2 fois, avec une fuite de toiture qui avait détruit la moitié du plafond. La plupart des gens jetaient un coup d'œil et partaient en courant. J'y ai vu une opportunité, j'ai passé 6 mois à faire les travaux moi-même, arrachant le placo pourri, remplaçant la toiture, mettant l'électricité aux normes, rénovant le parquet caché sous une moquette dégoûtante. J'ai tout appris avec des vidéos YouTube et les conseils des gars du magasin de bricolage. J'ai fait plein d'erreurs. Une fois, j'ai inversé le câblage d'une prise et j'ai failli déclencher un incendie. Une autre fois, j'ai installé des toilettes qui ont fui pendant 3 jours avant que je comprenne ce que j'avais mal fait. Mais chaque erreur m'a appris quelque chose. Et quand j'ai fini, cette maison était plus belle que la moitié du quartier. Je l'ai louée 850 € par mois, ce qui semblait être une fortune à l'époque. J'ai utilisé ces revenus locatifs plus le salaire de mon travail de jour pour économiser pour la propriété suivante. Je vivais dans un studio qui me coûtait 400 € par mois. Je conduisais une vieille berline de 15 ans. Je mangeais beaucoup de riz et de poulet. Mes collègues me trouvaient bizarre de ne pas améliorer mon train de vie, mais j'avais un plan. La crise a tout changé. Les banques cherchaient désespérément à se débarrasser des biens saisis. J'avais économisé environ 40 000 € à ce moment-là, et soudain, cela permettait d'acheter beaucoup plus qu'il y a quelques années. J'ai ramassé 3 propriétés en 18 mois, toutes des saisies, toutes nécessitant des travaux. J'ai passé chaque week-end et chaque soirée à les retaper, apprenant la plomberie, le CVC et la menuiserie de base. À 30 ans, je possédais 10 biens. À 32 ans, j'en étais à 15. Aujourd'hui, à 34 ans, j'ai 18 propriétés qui génèrent environ 24 000 € de loyer mensuel au total. Après les crédits, les assurances, la taxe foncière, l'entretien et les réparations imprévues, je dégage environ 8 500 € par mois de revenus passifs. Combiné à mon emploi de jour dans la logistique pour une entreprise industrielle, je m'en sors plus que bien. Maintenant, je possède 18 biens locatifs répartis sur 3 départements, un mélange de maisons individuelles, quelques duplex et un petit immeuble de rapport. Valeur totale d'environ 3,2 millions € avec environ 1,1 million € de capital après emprunt. Je ne suis pas riche, mais assez à l'aise pour ne pas m'inquiéter des factures et pour emmener ma femme dans un bon restaurant sans vérifier mon compte bancaire avant. Le travail n'est pas glamour. Gérer des chauffe-eau en panne à 2 heures du matin. Des locataires qui pensent que le loyer est optionnel. Des inspecteurs de la ville qui s'excitent en trouvant des non-conformités datant de 1987. Mais c'est à moi. Je les construis et sapais les factures tout en me donnant une liberté que la plupart des salariés n'auront jamais. Ma femme, Sophie, est originaire des Philippines. Je l'ai rencontrée il y a 6 ans par un ami commun lors d'un événement associatif. Un de ces trucs bénévoles où l'on passe un samedi à peindre un centre social. Elle était sur une échelle en train de faire les réchampis du plafond avec la main la plus stable que j'ai jamais vue, blaguant avec les autres bénévoles tout en faisant un travail de précision qui m'aurait pris 3 fois plus de temps. Nous avons commencé à discuter pendant la pause déjeuner. Elle était drôle, intelligente et avait cette façon de dénoncer les bêtises sans être méchante. Quand quelqu'un s'est plaint de devoir être là un samedi, elle a juste souri et dit « Eh bien, personne ne t'a forcé à être bénévole pour du travail volontaire. » Le gars s'est tu immédiatement. Je l'ai invité à sortir le jour même. On est allé prendre un café, on a parlé pendant 4 heures, et j'ai su assez vite qu'elle était différente de toutes celles que j'avais fréquentées avant. Elle avait des objectifs,
une éthique de travail et aucune tolérance pour les drames. Elle vous disait exactement ce qu'elle pensait, mais d'une manière qui, étrangement, ne vous faisait pas sentir attaqué. C'est une compétence rare. Elle est infirmière diplômée d'État au centre hospitalier, travaille de nuit en réanimation, gérant les cas critiques que la plupart des gens ne pourraient pas supporter mentalement ou émotionnellement. J'ai entendu ces histoires de réanimation de patients à 3 heures du matin, de gestion de familles qui pensent que hurler sur le personnel médical guérira leurs proches plus vite. Elle prend des décisions en une fraction de seconde qui déterminent si quelqu'un vit ou meurt. Cette femme a plus de patience et de grâce sous la pression que quiconque que j'ai rencontré. Nous nous sommes mariés il y a 3 ans. Petite cérémonie sous un pavillon dans un parc, peut-être 50 personnes au total. Sa famille a pris l'avion depuis Manille. Parents, 2 frères et sœurs, une tante et 3 cousins. Ils étaient chaleureux, accueillants, m'ont traité comme de la famille dès le premier jour, bien qu'ils me connaissent à peine. Son père m'a pris à part à la réception et a dit « Tu prends soin de ma fille et on s'entendra bien ». Simple, direct, pas de drame. Ma famille est venue, mais a rendu la chose bizarre en posant des questions pointues sur les titres de séjour et les visas de travail. Pendant la réception, ma tante a carrément demandé à Sophie devant tout le monde depuis combien de temps elle était dans notre pays et si elle était là légalement. Sophie a géré ça avec plus de classe qu'il ne le méritait, souriant et expliquant patiemment qu'elle était citoyenne française depuis des années. Pendant ce temps, je calculais combien de force je pouvais utiliser pour virer physiquement ma tante de la salle sans faire un scandale. Le pire a été ma mère qui m'a pris à part avant la cérémonie pour me demander si j'étais sûr de moi. Pas d'une manière amère inquiète pour son fils, mais d'une manière vêtue sûre de vouloir épouser l'une d'entre elles. Elle ne l'a pas dit directement, mais l'implication était assez claire pour que Sophie le remarque aussi. Mon frère Clément a 3 ans de plus, travaille comme cadre moyen dans une usine, et a passé toute sa vie d'adulte convaincu qu'il est plus intelligent que tout le monde, malgré les preuves du contraire. Il a des opinions sur tout, politique, économie, éducation des enfants, entretien de la pelouse, et il les partagera que vous le demandiez ou non. Sa femme, Valérie, est du même moule. Mère au foyer qui traite ça comme une réussite professionnelle, postant constamment sur les réseaux sociaux à propos du métier le plus dur du monde alors que sa mère garde les enfants 3 jours par semaine. Elle a cette façon de regarder de haut les gens qui ont des métiers de service, ce qui est ironique vu qu'elle était serveuse quand Clément l'a rencontrée. Ils ont 3 enfants. Chloé, 16 ans, Antoine, 14 ans, et la petite Emma, 9 ans. Chloé est celle qui a commencé tout ce gâchis, mais on y viendra. Mes parents sont ce qu'on appellerait des traditionnels de province, ce qui est un code pour dire discrètement raciste, tout en insistant sur le fait qu'ils ne le sont pas. Ils ne diraient jamais rien de directement offensant. Mais ils demandent à Sophie d'où elle vient vraiment environ 2 fois par an, bien qu'ils sachent qu'elle vient de Manille. Ils complimentent son français comme s'il était surprenant qu'elle puisse former des phrases complètes. Papa m'a dit un jour que j'étais courageux d'épouser quelqu'un d'une culture différente, comme si j'avais adopté un chien de refuge au lieu d'épouser une femme adulte parfaitement fonctionnelle. La dynamique familiale a toujours été tendue, mais gérable. Les déjeuners du dimanche chez mes parents, les petites conversations gênantes, moi me mordant la langue quand quelqu'un disait quelque chose d'ignorant, puis rentrant à la maison pour vider mon sac auprès de Sophie, qui haussait simplement les épaules et disait qu'elle avait vu pire à l'hôpital. Voici ce qui rendait la situation particulièrement compliquée. Je possède les logements dans lesquels vivent plusieurs membres de la famille. La maison de mes parents, je l'ai achetée pour eux il y a 5 ans quand ils faisaient face à une saisie bancaire après que les factures médicales de papa suite à sa chirurgie cardiaque se soient accumulées. J'ai payé 140 000 € comptant, mis l'acte de propriété à mon nom, et je les ai laissés vivre là gratuitement. Ils pensent qu'ils en sont toujours propriétaires parce que je n'ai jamais corrigé cette supposition. Ça semblait plus simple que de gérer les problèmes d'ego. La maison de Clément et Valérie, je l'ai achetée comme investissement locatif en 2019, un joli T5 dans un bon secteur scolaire. Ils louaient à un propriétaire qui vendait, alors je l'ai acheté et je les ai laissés rester au même loyer qu'ils payaient. 1 400 € par mois pour une maison qui devrait se louer 2 200 €. Tarif famille. Vous savez, ils n'ont aucune idée que je suis leur propriétaire. Leurs chèques de loyer vont à une agence de gestion immobilière que j'utilise. Donc, ils pensent juste qu'ils ont eu de la chance avec un propriétaire raisonnable qui n'augmente jamais le loyer. Mon oncle Hervé, le frère de papa, et sa femme Karine, louent un duplex que je possède à l'est de la ville. Ils savent que je suis le propriétaire, mais je leur fais le même tarif famille, 900 € par mois pour un bien qui en vaut 1 500.
Hervé est en invalidité depuis des années après un accident du travail. Donc, je me disais que j'aidais la famille. Mon cousin Bastien, techniquement le fils de Clément, mais nous avons grandi comme des frères, me loue une petite maison près de l'université. Il essaie de finir son diplôme d'ingénieur à 29 ans après avoir abandonné 2 fois. Je lui facture 650 € par mois pour un endroit qui pourrait facilement partir à 1100 €. Il sait que je suis propriétaire et il a toujours été réglo pour payer à temps et garder l'endroit en bon état. Donc oui, je subventionne essentiellement la moitié des coûts de logement de ma famille et la plupart d'entre eux ne le savent même pas. Je n'ai jamais abordé le sujet car je pensais que cela rendrait les choses bizarres et je n'avais pas besoin de reconnaissance. Ça faisait juste du bien d'aider les membres de la famille qui galéraient. Ça, c'était avant le dîner du mois dernier. Ma mère a appelé et a dit qu'on faisait un grand dîner de famille chez elle. L'anniversaire de Clément approchait et elle voulait tout le monde réuni. J'ai failli dire non. Ces choses sont généralement inconfortables. Mais Sophie a insisté pour qu'on y aille parce que la famille c'est important et que peut-être les choses iraient mieux cette fois. Spoiler, les choses n'ont pas été mieux cette fois. Nous sommes arrivés à 18 h avec une bonne bouteille de jus de raisin pour eux puisque nous ne buvons pas, et un gâteau fait maison. Sophie avait passé 3 heures à le décorer. Gâteau au chocolat avec glaçage à la crème au beurre, des roses pochées sur les bords, joyeux anniversaire Clément écrit dans une calligraphie parfaite sur le dessus. Cette femme s'est surpassée pour essayer de gagner l'affection de gens qui avaient déjà décidé de ne pas l'aimer. Je l'avais regardé dans notre cuisine cet après-midi-là, mesurant soigneusement les ingrédients, testant la consistance du glaçage, refaisant l'une des roses 3 fois parce qu'elle n'était pas assez parfaite. Quand je lui ai demandé pourquoi elle se donnait tant de mal pour des gens qui reconnaissaient à peine son existence, elle a juste haussé les épaules et dit, peut-être que cette fois serait différente. Peut-être que si elle essayait assez fort, il la verrait enfin comme de la famille. Je n'ai pas eu le cœur de lui dire que j'avais perdu cet espoir il y a des années. Le premier signe de problème fut quand nous sommes entrés et que Chloé était assise dans le salon avec 2 de ses amies. Toutes les 2 blondes, portant des vêtements chers, nous regardant de haut en bas comme si nous étions des démarcheurs à domicile au lieu de membres de la famille. Je savais que c'était le dîner d'anniversaire de Clément. Je n'avais pas réalisé que c'était aussi une sorte de fête de préparation pour les 16 ans de Chloé. « Oh, vous êtes là ?» a dit Valérie en nous voyant, comme si notre présence était inattendue malgré l'invitation spécifique avec une heure précise que maman avait confirmée 2 fois. On est un peu en retard, Clément se préparait encore. En retard n'était pas le mot. La fête battait clairement son plein. Musique, nourriture déjà sortie, gens qui riaient et parlaient. Nous étions juste les dernières personnes qu'il voulait voir arriver. La maison était superbe, soit dit en passant. Nouveaux meubles dans le salon. Un de ces canapés d'Anglore de prix du magasin de meubles qui fait de la pub pendant les matchs de foot. Peinture fraîche dans la salle à manger dans ce gris tendance que tout le monde utilise maintenant. Aménagement paysager à l'extérieur qui a dû coûter quelques milliers d'euros. Parterre de fleurs professionnelles, nouveaux arbustes, rochers décoratifs arrangés en motifs qui hurlaient « on a engagé quelqu'un ». Tout ça financé par un loyer bas sur une maison que je possédais. Mais qui compte ? J'avais acheté cette maison comme investissement locatif en 2019 pour 185 000 €. J'avais mis 40 000 € d'apport, loué à eux pour 1 400 € par mois alors que des biens comparables dans ce secteur scolaire partaient pour 2 200 € à 2 400 €. Ils y étaient depuis 4 ans maintenant, et je n'avais jamais augmenté le loyer une seule fois. Je leur donnais essentiellement 800 € à 1 000 € gratuits chaque mois pendant qu'ils redécoraient avec l'argent économisé en ne payant pas le prix du marché. Sophie a proposé d'aider en cuisine, mais Valérie l'a repoussé avec ce faux sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Oh, non. On a tout sous contrôle. Pourquoi n'attendriez-vous pas simplement dans le salon ? Traduction, nous n'avons pas besoin d'aide de gens comme vous. Alors, nous nous sommes assis sur le nouveau canapé d'angle dans le salon pendant que Chloé et ses amis gloussaient et chuchotaient en face de nous. Je pouvais entendre des bribes de leur conversation, même si elles faisaient semblant d'être subtiles. C'est sa femme ? Elle a l'air si jeune. J'ai entendu dire qu'elle n'est même pas d'ici. Ma mère dit qu'elle voulait probablement juste des papiers. Sophie l'a entendu aussi. Elle a juste souri et fait défiler son téléphone, feignant de ne pas remarquer. Cette femme a géré pire dans les salles d'attente d'hôpitaux. Des familles qui refusent de la laisser toucher leurs proches malades à cause de son apparence. Des patients qui exigent des infirmières françaises de souche. Des médecins qui supposent qu'elle est aide-soignante au lieu d'être une infirmière avec 10 ans d'expérience.
Mais je pouvais voir la tension dans ses épaules. La façon dont elle respirait juste un peu trop prudemment. Le sourire serré qui signifiait qu'elle ravalait quelque chose qu'elle voulait dire. J'ai tendu la main et pressé la sienne. Elle a serré en retour mais n'a pas levé les yeux de son téléphone. Après environ 20 minutes assis inconfortablement pendant que la fête continuait autour de nous comme si nous étions invisibles, Valérie a finalement annoncé que le dîner était prêt. Tout le monde a commencé à se diriger vers la salle à manger. Et c'est là que j'ai vu l'installation. Quand il fut enfin temps de manger, Valérie avait dressé une magnifique table de salle à manger. Ça ressemblait à quelque chose sorti d'un magazine ou d'une de ces émissions de déco que Sophie regarde. La belle vaisselle, celle avec le liseré doré qu'on n'utilise que pour les grandes occasions. Des serviettes en tissu pliées en forme qui avaient probablement des noms. Un centre de table avec des fleurs fraîches qui venaient certainement d'un vrai fleuriste, pas du supermarché. Elle avait mis le paquet. Il y avait des porte-noms à chaque place. Des porte-noms en calligraphie sophistiquée et des petits supports en argent. Tout le monde était à la table principale. Maman et papa au bout. Clément et Valérie aux places d'honneur en tant que rois de la fête et hôtesses. Antoine et Emma d'un côté, oncle Hervé et tante Karine en face d'eux. Bastien à côté de certains parents de Valérie que je n'avais jamais rencontrés. Certaines amies de Chloé étaient même assises à la table principale, probablement 15 personnes au total, toutes assises dans la salle à manger formelle avec la belle vaisselle, les fleurs et les serviettes en tissu. Sophie et moi avions aussi des porte-noms, à une petite table pliante, le genre qu'on trouve dans un magasin de bricolage pour 10 €. Dans le couloir, à côté du placard à manteaux et des toilettes. Assez près pour entendre la conversation, mais assez loin pour qu'il soit clair que nous n'en faisions pas partie. Je suis resté là à fixer cette installation, pensant que j'avais mal compris quelque chose. Peut-être que la table principale était vraiment pleine, et que c'était le surplus. Mais non, il y avait 2 chaises vides à la table principale, une de chaque côté, et la table pliante était clairement installée comme une arrière-pensée. Un de ces trucs en plastique avec les pieds en métal qui vacillent sur un sol inégal. C'est quoi ça, ai-je demandé à Valérie, la voix posée. Oh, on a manqué de place à la grande table, dit-elle d'un ton léger, sans me regarder dans les yeux. Mais ne vous inquiétez pas, vous pourrez toujours entendre toute la conversation. On ne voulait pas que vous vous sentiez exclu. Exclu tout en nous excluant littéralement. Sophie a touché mon bras doucement. C'est bon, dit-elle calmement de cette voix qu'elle utilise quand quelque chose ne va vraiment pas, mais qu'elle essaie de maintenir la paix. Asseyons-nous. Mais j'étais encore en train d'assimiler le visuel, essayant de comprendre comment nous étions passés de membres de la famille à un surplus de couloir. Tous les autres à la belle table avec la porcelaine et les serviettes en tissu et les fleurs fraîches. Sophie et moi à une table pliante en plastique avec des assiettes en carton et des fourchettes en plastique comme si nous étions à l'anniversaire d'un enfant au parc. Ma mère était déjà assise, évitant soigneusement de regarder dans notre direction. Mon père étudiait son verre d'eau comme s'il contenait le sens de la vie. Oncle Hervé et tante Karine échangeaient des regards mal à l'aise mais ne disaient rien. Ils savaient que quelque chose clochait, mais n'allaient pas risquer de faire des vagues. Bastien avait l'air vraiment contrarié, mais il n'était qu'un gamin à ce stade. Aucun pouvoir pour changer le plan de table que sa tante avait orchestré. C'est là que Chloé a décidé d'ajouter sa contribution à la soirée. De toute façon, on ne s'assoit pas vraiment avec votre genre, dit-elle assez fort pour que tout le monde l'entende. Elle regardait directement Sophie en le disant. La pièce est devenue silencieuse. Un de ces silences lourds où tout le monde devient soudainement très intéressé par sa serviette. J'ai attendu que quelqu'un dise quelque chose pour la corriger, pour dire à une gamine de 16 ans qu'on ne parle pas aux gens comme ça. Clément s'est raclé la gorge. Chloé, ce n'est pas. Je veux dire, ce qu'elle veut dire. Ce qu'elle veut dire, intervint Valérie en souriant d'une manière qui n'atteignait pas ses yeux, c'est que la table principale est pour la famille nucléaire. Vous comprenez? La famille de base. Sophie et moi étions mariés depuis 3 ans, mais apparemment, ce n'était pas assez nucléaire. Ma mère étudiait son assiette comme si elle contenait les secrets de l'univers. Mon père était soudainement très concentré sur la découpe de son petit pain. Oncle Hervé et tante Karine échangeaient des regards gênés mais ne disaient rien. Seul Bastien semblait vraiment mal à l'aise. C'est n'importe quoi, murmura-t-il, mais pas assez fort pour vraiment défier qui que ce soit. Sophie m'a serré la main sous la table. Mangeons juste et partons, chuchota-t-elle. Mais quelque chose en moi a craqué. Pas d'une manière dramatique en hurlant, mais d'une manière froide et calculée qui aurait probablement dû m'inquiéter davantage.
Je me suis levé lentement, j'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert mon application de gestion immobilière. Juste là, à la table du dîner, j'ai commencé à passer des appels. Le premier appel était pour ma gestionnaire de biens, Denise. Elle a décroché à la deuxième sonnerie. Salut Denise, c'est Julien. J'ai besoin que tu lances les procédures de fin de bail sur 3 propriétés. Ouais, ce soir. Je t'envoie les adresses dans 1 minute. La table était passée du silence au calme de mort. Tout le monde me fixait maintenant. Non, rien ne cloche avec les propriétés. J'ai juste fini de faire des tarifs famille à des gens qui ne l'apprécient pas. Je pouvais voir le visage de Clément commencer à réaliser ce qui se passait. Il était devenu pâle. Le deuxième appel était pour mon notaire, Maître Martin. J'ai laissé un message vocal vu que c'était dimanche soir. Bonjour maître, c'est Julien. J'ai besoin que vous prépariez des documents pour moi. Je transfère la propriété du 447 rue des Érables. Retour à la banque. Maman et papa pourront négocier de nouveaux arrangements de paiement avec eux. J'expliquerai demain. Ma mère a littéralement halté. Le visage de mon père était devenu rouge. Troisième appel à mon expert comptable. David, j'ai besoin que tu restructures mon portefeuille. Je passe 3 propriétés au prix du marché immédiatement et j'en vends une. Ouais, je sais que c'est dimanche. Je double tes honoraires habituels pour le travail du week-end. J'ai raccroché et j'ai regardé autour de la table. Tout le monde était figé comme si quelqu'un avait appuyé sur pause sur leur vie. Donc, voici ce qui va se passer, dis-je calmement, en regardant directement Clément. Ton loyer passe au prix du marché à partir du mois prochain. C'est 2200 € au lieu des 1400 € que tu payais. Tu recevras l'avis officiel demain. La bouche de Clément s'ouvrait et se fermait comme un poisson. Valérie était devenue blanche. Je me suis tourné vers oncle Hervé. Toi aussi. 1500 € par mois à partir du mois prochain. Si tu ne peux pas payer, tu as 60 jours pour trouver autre chose. Tante Karine a commencé à pleurer. Oncle Hervé fixait juste son assiette. Et maman, papa, la maison que vous pensez posséder, vous ne la possédez pas. C'est moi. Je vous ai laissé vivre là gratuitement parce que je pensais que la famille aidait la famille. Mais apparemment je ne suis pas de la famille nucléaire, donc je transfère l'acte à la banque. Vous pouvez négocier votre propre crédit avec eux. Bonne chance avec ça sur la retraite de papa. Ma mère pleurait maintenant aussi. Tu ne peux pas faire ça. En fait, si. Je suis propriétaire des biens. Je peux en faire ce que je veux. Clément a finalement trouvé sa voie. C'est de la folie. Pour un plan de table? Non, dis-je calmement. C'est pour des années à traiter ma femme comme si elle n'était pas assez bien pour cette famille. Pour les commentaires subtils, les suppositions, les regards. Aujourd'hui, c'était juste la goutte d'eau. Je me suis tourné vers Chloé, qui pleurait maintenant, comprenant probablement pour la première fois que les actes ont des conséquences. Et toi, dis-je, tu viens de coûter à tes parents environ 800 € par mois, à tes grands-parents leur maison, et à ton grand-oncle son loyer abordable. J'espère que ce commentaire en valait la peine. Sophie s'est levée à côté de moi. On part, dit-elle calmement. Nous sommes sortis, laissant le gâteau sur leur comptoir, le jus de raisin sur leur table, les laissant tous assis dans un silence choqué. Dans la voiture, Sophie est restée silencieuse un long moment. Finalement, elle a dit, tu n'étais pas obligé de faire ça. Si, je l'étais. Ta famille va te détester maintenant. Ils ne me respectaient déjà pas. Au moins maintenant, ils y réfléchiront à 2 fois avant de te manquer de respect. Elle a souri un peu. C'était assez dramatique. Je suis un mec dramatique. Non, tu ne le es vraiment pas. C'est ce qui a rendu la chose si efficace. Le lendemain matin, j'ai tout mis à exécution. Denise a envoyé les avis officiels à toutes les 3 propriétés concernant les augmentations de loyer et les changements de conditions. Recommandé avec accusé de réception, exactement dans les règles. Maître Martin a commencé la paperasse pour transférer la maison de mes parents à la banque, ce qui impliquait des manœuvres juridiques complexes puisqu'ils y vivaient en supposant qu'ils étaient propriétaires. Mon comptable, David, a fait des heures sup pour restructurer le portefeuille exactement comme je l'avais demandé, déplaçant les propriétés de la catégorie subventionnée famille à prix du marché dans ses tableurs.
Ça faisait du bien de voir des professionnels exécuter un plan avec précision. Pas de drame, pas d'émotion, juste des affaires gérées comme des affaires doivent l'être. Les appels ont commencé vers 10 heures. Le premier était Clément, et il hurlait, il ne parlait pas fort, il hurlait littéralement à plein poumon, disant que je détruisais sa famille pour rien, que j'étais mesquin et vindicatif, que ça allait ruiner tout ce qu'ils avaient construit. Je l'ai laissé se défouler pendant environ 30 secondes en buvant mon café et en vérifiant mes mets, puis je l'ai calmement interrompu. Clément, le prix du marché pour ta maison est en fait de 2400 € par mois. Je suis généreux en ne facturant que 2200 €. Tu as toujours une réduction famille, juste une plus petite. C'est à prendre ou à laisser. Il a bafouillé quelque chose sur le fait de ne pas pouvoir se le permettre. D'avoir 3 enfants et un crédit, sauf qu'il n'avait pas de crédit. Il avait un propriétaire. Moi. Et le propriétaire ajustait le loyer pour refléter les conditions réelles du marché. Où est-ce qu'on est censé aller, a-t-il exigé. Ce n'est pas mon problème. Tu as 30 jours pour décider. Payer le nouveau tarif ou déménager. Ton choix. Il l'a pris, évidemment. Où allait-il trouver un T5 dans ce secteur scolaire pour ce prix? Les maisons comparables se louaient des centaines d'euros de plus, et il aurait dû sortir des dépôts de garantie et des frais de déménagement. Il était piégé par sa propre mauvaise gestion financière, et ma générosité avait été la seule chose qui le maintenait à flot. Ma mère a appelé ensuite, pleurant et disant que je lui brisais le cœur. Les grandes eaux, sanglotant sur le fait qu'elle n'aurait jamais pensé que son propre fils ferait ça à ses parents, sur la déception de ma défunte grand-mère, sur le fait que la famille est censée prendre soin de la famille. Je lui ai rappelé qu'elle avait regardé sa petite fille insulter ma femme lors d'un dîner de famille et n'avait absolument rien dit, 0 mot de correction, 0 reconnaissance que c'était mal, 0 défense d'une belle-fille qui n'avait rien fait d'autre qu'essayer de s'intégrer pendant 3 ans. Elle a prétendu qu'elle n'avait pas bien entendu. Dit que la pièce était bruyante. Dit qu'elle était concentrée sur la nourriture. Dit qu'on ne pouvait pas attendre d'elle qu'elle surveille chaque commentaire d'adolescent. Que des mensonges que nous savions tous les deux être des mensonges. Tu l'as entendu, maman. Vous l'avez tous entendu. Vous ne vous en souciez juste pas assez pour dire quoi que ce soit. J'ai raccroché alors qu'elle était au milieu d'un sanglot. Mon père a appelé 1 heure plus tard, essayant la voix de parent autoritaire qu'il avait utilisée sur moi toute mon enfance. Le ton sévère et déçu qui me donnait envie de réparer quoi que ce soit que j'avais mal fait et de regagner son approbation. Il m'a dit que j'étais puéril et que je devais reconsidérer cette décision irréfléchie, que nous pouvions nous asseoir comme des adultes et trouver quelque chose d'équitable pour tout le monde. J'ai déjà été équitable, papa. J'ai été plus qu'équitable pendant 5 ans. Vous avez vécu sans payer de loyer dans une maison que j'ai achetée avec mon argent pendant que Clément payait la moitié du prix du marché et qu'oncle Hervé payait encore moins. La seule chose qui change maintenant, c'est que vous allez tous payer ce que tout le monde paie. Il a essayé d'argumenter que la famille était différente, qu'on ne traite pas la famille comme des transactions commerciales, qu'il devrait y avoir une certaine loyauté et considération pour les gens qui m'ont élevé. Je lui ai dit que j'avais beaucoup reconsidéré. Spécifiquement, j'avais reconsidéré le fait de subventionner le logement de gens qui ne respectaient pas mon mariage. Il pouvait soit négocier un prêt avec la banque, soit trouver un autre endroit où vivre. C'étaient ses options, et elles ne changeraient pas, peu importe combien il essayait de me faire culpabiliser. Tu fais une énorme erreur, dit-il, la voix dure. La seule erreur que j'ai faite a été de penser que vous verriez un jour Sophie comme de la famille. J'ai raccroché. Oncle Hervé a appelé vers midi et était en fait désolé, ce qui m'a pris au dépourvu. Il a dit qu'il comprenait pourquoi j'étais en colère. Il a dit qu'il avait l'intention de dire quelque chose au dîner, mais ne voulait pas causer de drame devant tout le monde. A prétendu qu'il avait prévu de prendre Clément à part après et de lui parler de la façon dont il nous avait traités. J'ai apprécié l'honnêteté, mais je lui ai dit que l'augmentation de loyer restait. La vérité était qu'Hervé pouvait se le permettre s'il réduisait les jouets qu'il avait accumulés au fil des ans. Le bateau qu'il n'utilisait jamais et qui restait dans son allée sous une bâche 11 mois par an. Le camping-car qu'ils avaient pris pour 2 voyages en 5 ans. La moto qui fuyait surtout de l'huile sur l'allée. Il avait plein de revenus disponibles. Il ne voulait juste pas les rediriger vers le paiement d'un loyer équitable. Je comprends, dit-il doucement. On a merdé. Karine et moi avons vu ce qui se passait et aurions dû parler. Ouais, vous auriez dû. Pour ce que ça vaut, on aime bien Sophie tous les deux. C'est quelqu'un de bien.
Alors peut-être agissez comme tel la prochaine fois. Nous avons terminé l'appel en bons termes, mais l'augmentation de loyer a été maintenue. Bastien a appelé en dernier et a été étonnamment solidaire. Il a dit que ce qui s'était passé au dîner était terrible, et il ne me blâmait pas du tout d'avoir fait ce que j'avais fait. Il avait été mal à l'aise tout le temps en regardant Sophie et moi être ségrégés à la table du couloir. Mais il n'était qu'un cousin essayant de finir ses études et ne sentait pas qu'il avait la légitimité pour reprendre sa tante et son oncle. Je lui ai dit que son loyer ne changeait pas. Il avait toujours été respectueux et correct, payait à temps, prenait soin du bien, et n'avait jamais fait sentir à Sophie qu'elle n'était pas la bienvenue. J'étais heureux de continuer à l'aider à finir son diplôme d'ingénieur avec un loyer inférieur au marché parce qu'il l'avait mérité en étant un être humain décent. Il a même proposé de payer plus. A dit que ça ne semblait pas juste d'avoir un traitement de faveur quand tout le monde le perdait. Tu n'as pas de traitement de faveur, lui ai-je dit. Tu es récompensé pour ta décence humaine élémentaire. Le fait que cela semble spécial en dit long sur le reste de cette famille. Il a ri à ça. A dit qu'il garderait la tête basse et finirait ses études. Je lui ai dit de venir dîner un de ces jours. Sophie apprécierait de cuisiner pour quelqu'un qui l'apprécie vraiment. La conversation de groupe familial a explosé. Je l'ai mise en sourdine et je n'ai lu aucun des messages. 3 jours plus tard, Valérie s'est pointée à mon bureau. Elle avait clairement pleuré. Maquillage coulé, ne ressemblant en rien à son apparence soignée habituelle. « On peut parler ?» a-t-elle demandé. Je l'ai laissée entrer. Elle s'est assise et a immédiatement commencé par des excuses. Elle était tellement désolée. Ils avaient élevé Chloé mieux que ça. C'était juste une attitude d'ado. Ils n'avaient jamais voulu que les choses aillent aussi loin. Sais-tu ce que ça va nous faire financièrement, a-t-elle demandé. On ne peut pas se permettre 800 € supplémentaires par mois. Le boulot de Clément ne paie pas autant. J'ai souligné qu'il venait de dépenser plusieurs milliers d'euros pour redécorer une maison qu'il ne possédait pas et planifier une fête pour les 16 ans. Clairement, ils avaient des revenus disponibles. Elle a commencé à pleurer plus fort. C'était des économies. On économisait pour la fête de Chloé. Elle n'aura 16 ans qu'une fois. Et Sophie ne sera insultée à un dîner de famille qu'une seule fois. Ou du moins elle a intérêt. Valérie a essayé un angle différent. Que pouvons-nous faire pour arranger ça? Chloé s'excusera. Nous le ferons tous. Juste s'il te plaît, ne nous fais pas ça. C'est déjà fait. J'ai dit, les avis ont été envoyés. Les contrats sont mis à jour. Vous pouvez soit payer le nouveau tarif, soit déménager. Où sommes-nous censés trouver 800 € supplémentaires par mois? Je ne sais pas, Valérie. Peut-être que Clément peut demander une augmentation. Peut-être que tu pourrais trouver un travail. Peut-être que vous pourriez réduire la redécoration et les fêtes d'anniversaire coûteuses. Ce n'est pas mon problème. Elle est partie en pleurant. 2 semaines plus tard, j'ai reçu une lettre d'un avocat représentant mes parents. Il me poursuivait pour abus de faiblesse et prétendait que je leur avais promis la maison. L'affaire a été rejetée par le tribunal quand j'ai montré l'acte de propriété à mon nom et les relevés bancaires prouvant que je l'avais payé intégralement. Leur avocat s'est même excusé auprès de moi après. A dit qu'il avait dit à mes parents qu'ils n'avaient aucun dossier, mais qu'ils avaient insisté pour déposer plainte quand même. Clément et Valérie ont commencé à payer le nouveau loyer, mais ils galéraient clairement. J'ai entendu par Bastien qu'ils avaient annulé la fête des 16 ans de Chloé et mis le bateau en vente. Valérie a pris un emploi à temps partiel dans un cabinet médical à l'accueil. Oncle Hervé et tante Karine ont payé le loyer augmenté pendant 2 mois, puis ont déménagé dans un duplex moins cher à l'autre bout de la ville. Pas de rancune. Ils ne pouvaient vraiment pas se le permettre avec la pension d'invalidité, et je l'ai compris. Je leur ai écrit une belle lettre de recommandation pour leur nouveau propriétaire. Mes parents ont fini par négocier un crédit avec la banque, mais aux taux actuels du marché au lieu de la faire en or qu'ils auraient eu il y a des années quand ils possédaient vraiment la maison. Leur mensualité a presque doublé. Papa a dû sortir de sa retraite et prendre un job à temps partiel dans un magasin de bricolage. La famille a arrêté de nous inviter à des trucs, ce qui était exactement ce que je voulais. Plus de dîners gênants, plus de commentaires subtils, plus besoin de faire semblant que tout allait bien. Bastien venait toujours dîner parfois. C'était quelqu'un de bien et Sophie l'aimait bien. Il s'est excusé environ 10 fois pour ne pas avoir parlé plus fort au dîner. Je lui ai dit de ne pas s'en faire. Il n'était qu'un locataire essayant de finir ses études,
ce n'était pas son boulot de faire la police avec sa tante et son oncle. Environ 3 mois après l'incident du dîner, j'ai reçu un texto de Chloé. De longues excuses divagantes sur le fait qu'elle avait été jeune et stupide et influencée par les attitudes de ses parents. Elle avait commencé à faire du bénévolat dans un centre social avec des familles immigrées et réalisé à quel point elle avait été ignorante. J'ai apprécié les excuses, mais je n'ai pas répondu. Certaines leçons doivent marquer. 6 mois plus tard, Clément a appelé, ne criant pas cette fois, vraiment humble. A dit qu'il voulait s'excuser, qu'il avait beaucoup réfléchi à ce qui s'était passé et réalisé qu'ils avaient eu tort. Je comprends maintenant, a-t-il dit. On a traité Sophie comme de la merde et tu avais raison d'être en colère. Je n'étais pas en colère. Je l'ai corrigé. J'en avais fini. C'est juste. Y a-t-il un moyen pour que nous puissions? Je ne sais pas, arranger ça? Tu peux commencer par traiter ma femme avec respect quand tu la vois en public. Tu peux arrêter de faire des suppositions sur les gens basées sur d'où ils viennent. Tu peux mieux éduquer tes enfants. On essaie. Valérie travaille avec Chloé sur des trucs de sensibilité culturelle. Bien. Est-ce que le loyer va redescendre un jour? Non, il a soupiré. Je m'en doutais, mais je devais demander. Nous ne sommes plus proches. Les réunions de famille ne nous incluent pas, ce qui me convient très bien. Mes parents et moi avons une relation cordiale mais distante. On échange des cartes de vœux. Je m'assure qu'ils ne sont pas littéralement à la rue, mais la chaleur a disparu. Sophie gère tout ça avec la même grâce qu'elle montre pour tout le reste. Dit qu'elle a géré pire racisme de la part de familles de patients qui refusent qu'elle les soigne à cause de son apparence. Au moins la bigoterie de ma famille a eu des conséquences. La vraie victoire a été de voir ma femme réaliser qu'elle n'avait pas à tolérer le manque de respect juste pour maintenir la paix avec des gens qui ne la respectaient pas de toute façon. Elle s'était mordu la langue pendant 3 ans pour essayer de gagner ma famille. Et en un dîner, elle a obtenu la permission d'arrêter d'essayer. Ces jours-ci, nous passons les fêtes avec sa famille, soit en volant vers Manille, soit en les recevant ici. Ses parents sont chaleureux, accueillants, et me traitent comme leur propre fils malgré les différences culturelles. Ses frères et sœurs font des appels vidéo chaque semaine juste pour discuter. C'est à ça que ressemble une vraie famille. Le mois dernier, nous avons signé pour un autre bien locatif, un joli duplex près de l'université. Sophie a suggéré que nous le louions à des étudiants internationaux à des tarifs équitables. Leur donner un bon point de chute quand ils sont nouveaux dans le pays. Nous travaillons avec le bureau des étudiants internationaux pour concrétiser ça. Mon portefeuille immobilier se porte mieux que jamais. Il s'avère que gérer une entreprise basée sur les taux réels du marché au lieu des prix de faveur pour la famille est plus rentable. Qui l'eût cru? Valérie poste occasionnellement des trucs passifs-agressifs sur les réseaux sociaux à propos de la loyauté familiale et du pardon. Je l'ai mise en sourdine, mais Bastien fait des captures d'écran des bons et me les envoie. On en rigole bien. Chloé a eu son bac le mois dernier. J'ai envoyé une carte avec un bon d'achat de 50 € pour une librairie. Petit geste, mais ça semblait juste. Apparemment, elle va faire un BTS et se spécialiser dans le travail social. Valérie s'en est plainte dans le groupe familial, que j'ai toujours en sourdine, mais Bastien me tient au courant. A dit qu'elle souhaitait que Chloé fasse quelque chose de plus respectable, comme le commerce ou les soins infirmiers. Certaines personnes n'apprennent jamais. La leçon que j'ai tirée de tout ça, c'est qu'on ne peut pas acheter le respect avec la générosité. Vous pouvez subventionner les coûts de logement de quelqu'un, les aider financièrement, vous plier en 4 pour maintenir la paix, et ils vous traiteront toujours comme une moins que rien s'ils ont décidé que vous ne valez pas leur respect. Mais vous pouvez absolument facturer les prix du marché aux gens qui n'apprécient pas la réduction. Et c'est presque aussi satisfaisant que le vrai respect. Sophie est toujours infirmière de nuit en réa, sauvant toujours des vies, gérant toujours des gens difficiles avec plus de grâce qu'ils ne le méritent. J'achète toujours des propriétés, je les retape toujours, je construis toujours quelque chose qui est vraiment à moi. Et ma famille, ils paient toujours leur loyer à temps parce qu'ils savent ce qui se passe quand ils ne le font pas. Certaines personnes m'ont traité de mesquin. Peut-être que je le suis, mais je préfère voir ça comme poser des limites avec des conséquences financières. Vous n'avez pas le droit d'insulter ma femme et de bénéficier quand même de ma générosité. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Les propriétés que je possède se portent bien. Les locataires qui respectent l'arrangement ont un traitement équitable. Ceux qui ont appris à la dure apprennent encore. Et Sophie et moi, on construit une vie entourée de gens qui nous valorisent vraiment.
sa famille, nos amis, les étudiants internationaux qui sont reconnaissants d'avoir un propriétaire qui les traite équitablement au lieu d'essayer d'exploiter leur vulnérabilité. Ça vaut plus que n'importe quel dîner de famille à la table de la famille nucléaire. La semaine dernière, mon père a appelé et a demandé si nous pourrions envisager de venir au dîner d'anniversaire de Clément le mois prochain. A dit qu'ils aimeraient vraiment nous avoir là, que ce ne serait pas pareil sans nous. J'ai demandé si Sophie serait assise à la table principale. Long silence. Bien sûr, a-t-il fini par dire. Je vais y réfléchir, lui ai-je dit. Je n'irai probablement pas. Certains ponts sont mieux laissés brûler, mais c'était agréable d'être invité correctement.